Allô, bienvenue au deuxième épisode du podcast Dose de sensibilité. Je m'appelle Cathy Lagacé et je suis coach pour femmes hypersensibles. La mission de ce podcast est d'éduquer, démystifier, normaliser et faire briller l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. Merci d'être avec moi pour ce deuxième épisode. Alors aujourd'hui, je vais faire un épisode sur la partie 2 de mon histoire. Donc, si tu as écouté le premier épisode, tu as entendu que j'allais le diviser en deux parties parce que sinon, ça faisait un peu long. Et cet épisode-ci, j'avais envie aussi d'aller plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est réellement l'hypersensibilité, c'est quoi les types d'hypersensibilité, c'est quoi les caractéristiques, comment on peut se reconnaître en tant qu'hypersensible et plus précisément aussi comment ça se manifeste dans ma vie, comment ça s'est manifesté quand j'étais enfant. Alors, pour mettre des balises, là, pour commencer, donc j'en ai parlé au premier épisode, l'hypersensibilité, c'est vraiment une sensibilité qui est plus haute que la moyenne. Et c'est un trait de personnalité, c'est vraiment important pour moi de le mentionner. Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une pathologie, donc vous ne pouvez pas aller voir un médecin et recevoir un diagnostic d'hypersensibilité. C'est vraiment un trait de votre personnalité. Pour avoir beaucoup lu à ce sujet-là, les chercheurs ne s'entendent pas encore sur l'origine de l'hypersensibilité. Il y en a qui parlent plus d'un développement, que ce serait plus, ça se développerait pendant l'enfance en fait, pendant l'enfance, chez des personnes dont le milieu est dysfonctionnel, des personnes qui vivent des enfances plus difficiles où le sentiment de sécurité est pas comblé, donc dans des milieux qui sont plus anxiogènes, où il y a des traumatismes qui sont vécus. Et il y a d'autres chercheurs qui parlent davantage que ce serait plus génétique et que ça se développerait vraiment même durant la grossesse, même dès la grossesse. Donc, pour le moment, on n'a pas la réponse, mais bon, on peut quand même comprendre comment ça s'est dessiné dans la vie d'une personne en refaisant son histoire, par exemple, ou en regardant dans la famille, est-ce qu'il y a des parents qui semblent avoir une plus grande sensibilité. Donc, c'est pas très rare, tu sais, quand on se reconnaît comme hypersensible, qu'on remarque qu'un de nos parents l'était plus, ou même, dans mon cas, qu'on se rende compte que nos enfants le sont aussi. Et on répertorie 4 types d'hypersensibilité. Il y a de l'hypersensibilité plus émotionnelle qu'on appelle, donc les hypersensibles vont ressentir leurs émotions de façon plus intense et sur une période de temps plus grande que la moyenne des gens, vont être habités, si on peut dire, vraiment plus longtemps et vont se promener d'un extrême à l'autre. Ils vont avoir une palette d'émotions plus grande que la plupart des gens. Donc ça, c'est le premier type. Il peut y avoir aussi de l'hypersensibilité, plus de type social. Donc ça, c'est que la personne va ressentir les émotions, les énergies des gens autour d'elle. Donc, va avoir aussi une hyper-empathie, une plus grande empathie dans le fond que la moyenne des gens. Donc, va être très affectée par son environnement social. Il y a de l'hypersensibilité aussi de type sensoriel. Et là, c'est toutes les informations qui proviennent de nos sens, en fait, que ce soit la vue, l'audition, au niveau du goût, le toucher. Je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais c'est ça. Dans le fond, les gens vont être plus réactifs aux bruits forts, aux lumières, aux odeurs, au toucher, ou des textures au niveau de la nourriture. Je vais y aller plus donner des exemples, en fait,
par la suite. Mais il y a aussi une hypersensibilité de type environnemental. Donc là, la personne va être plus affectée par les changements de température. Quand on parle, on entend beaucoup dire je souffre de dépression saisonnière à l'automne. Donc, c'est ce qu'on remarque, c'est que les hypersensibles sont plus affectés par le manque de lumière, donc le froid, les changements climatiques, la pollution, tous les enjeux planétaires, donc vont être plus sensibles à ça. Donc ça, c'est les grands types. Puis ce qui est important aussi que vous sachiez, c'est que c'est possible d'avoir une hypersensibilité dans un de ces types-là et de ne pas se reconnaître dans les autres, comme on peut aussi se reconnaître dans les 4 types, ce qui est mon cas. En fait, moi, je fais jamais rien à moitié. Là. Quand je fais quelque chose, j'y vais all-in, fait que j'ai les 4. Donc, c'est ça. Ça se peut que ça soit plus marqué au niveau d'un des types. Donc, ça va être après ça à vous de voir dans quelle sphère, à quel niveau vous êtes le plus impacté par votre hypersensibilité et pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre, puis après ça, pouvoir développer des stratégies ou aller chercher des outils pour mieux vivre et mieux vous respecter dans le fond, dans cette sensibilité-là qui est accrue. Comme je vous disais, moi je possède les 4. Donc, comment ça se manifeste dans ma vie? Une des choses qui est le plus difficile à gérer pour moi, c'est la sensibilité sensorielle et majoritairement le bruit. Je suis vraiment très dérangée par les bruits forts et c'est difficile pour moi parce que je vais me sentir rapidement agressée. Je vais me sentir rapidement envahie, submergée. Je vais avoir de la difficulté à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Ça va venir comme gruger mon énergie à la longue. Donc, ça amène bien des défis, surtout quand on est parent. Donc, il y a des choses évidemment qu'on peut mettre en place dans ce temps-là. Il y a des choses que pour moi maintenant qui sont devenues vraiment essentielles. Je pense que je pourrais faire un autre épisode qui va être vraiment plus axé sur les outils qu'on peut justement, puis les moyens qu'on peut prendre pour mieux vivre avec cette sensibilité-là. Mais clairement, tu sais, comme en banlieue avec genre 6 voisins autour, puis qu'il y en a toujours un qui fait le party ou qui reçoit de la visite, puis de la musique forte, puis un feu, puis ça jase fort le soir, là, pour moi, c'est un défi parce que genre j'entends tout, là. Donc, puis de tout aussi, l'hypersensibilité sensorielle, ben c'est que nous, les hypersensibles, on capte plus de détails que la majorité des gens et notre cerveau va le traiter aussi plus en profondeur. Donc, c'est ce qui fait que des fois, je vais porter attention à des détails, à un son que j'entends que quelqu'un d'autre n'aura peut-être pas remarqué dans une classe ou dans une salle de conférence. Je ne sais pas, moi, si un bruit qui revient tout le temps, un bruit de chaise, un bruit de crayon ou de craie, tu sais, moi, c'est le genre de choses qui c'est sûr que je vais capter puis qui risquent de me déranger. Un autre enjeu que je vis énormément dans ma vie, c'est la surcharge mentale. C'est en lien avec ce que je viens de mentionner par rapport à nos sens parce que comme on est plus réactif, on perçoit davantage plus les détails, on traite plus en profondeur, ça fait que le cerveau est constamment en train d'analyser, de faire des liens avec différents éléments qu'il a perçus. Donc, ça peut devenir vraiment très épuisant. Tu sais, moi, je dis tout le temps à la blague que je dois avoir 1000 hamsters dans mon cerveau. Ben, c'est un peu ça. C'est que le cerveau, il est constamment en train de faire des analyses. C'est un peu comme votre logiciel antivirus là, qui fait un scan. Là, ben, le cerveau dans l'hypersensible, c'est un peu ça. Constamment en train d'analyser. De là, l'importance de trouver des moyens pour revenir dans le moment présent, pour apaiser son mental, réguler son système nerveux. Et là, je pourrais en revenir aussi spécifiquement là, par rapport à ça dans un autre épisode, mais tous les moyens pour son mental, réguler son système nerveux. Et là, je pourrais en revenir aussi
spécifiquement là, par rapport à ça dans un autre épisode, mais tous les moyens pour revenir dans le moment présent. Il y a la méditation, marcher en nature, des choses comme ça. Une des choses qui fait en sorte qu'un hypersensible se reconnaît facilement, c'est tout ce qui est l'intensité émotionnelle, et ça, c'est quelque chose aussi qui m'habite. Donc, un hypersensible qui est triste, je dis pas que sa tristesse est plus valable qu'une personne qui n'est pas hypersensible. Par contre, de la façon que l'hypersensible le vit, il y a une intensité qui est plus grande. Donc ça peut amener aussi une grande souffrance. Et à l'inverse, quand c'est une émotion qui est positive, un événement qui est joyeux, là aussi, l'intensité, elle est dans le tapis. Donc ça, c'est ce qui est beau par rapport aux particularités de l'hypersensibilité, c'est que quand on est joyeux, quand on est heureux, mon Dieu, c'est du bonheur là, exponentiel. C'est vraiment incroyable. J'y vais maintenant avec l'hyper-empathie. Ça aussi, c'est une des caractéristiques qui me représente et qui fait en sorte qu'on va remarquer plus facilement qui est hypersensible et qui ne l'est pas. Parce que les hypersensibles, on a une plus grande capacité d'empathie, une capacité à se mettre dans la peau de l'autre personne, à ressentir un peu comment l'autre personne peut se sentir, beaucoup de compassion. Et ça, c'est vraiment une belle force. D'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont dans des métiers ou des professions où il y a de la relation d'aide ou du contact humain, parce que c'est une immense force. Il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a un danger de s'épuiser, de s'oublier. Je l'ai vécu moi-même en exerçant comme travailleuse sociale dans le passé. À prendre tout sur ses épaules, puis à comme absorber tout comme une éponge, puis à rester un peu pris avec ça. Quand on n'a pas, à ce moment-là, j'avais pas d'outils, je me connaissais pas, je savais pas que j'étais hypersensible. Donc, quand on est un peu laissé à nous-mêmes avec ça et qu'on n'est pas conscient de cette hyper-empathie-là, ben justement, c'est très dangereux de s'oublier, de s'épuiser, de faire une dépression. Autre chose qui me caractérise, comment l'hypersensibilité se manifeste dans ma vie, il y a aussi une sensibilité accrue aux odeurs. Donc, un parfum très fort, tu sais, quand mon conjoint vient de se mettre du parfum, s'il s'est mis 2-3 pouches, là, tu sais, c'est pas que ça sent pas bon, c'est que pour moi, c'est comme, je vais le ressentir là, vraiment fort, puis ça va rester longtemps, ça va plus me déranger que quelqu'un d'autre, au même titre que l'odeur d'un mets ou d'un aliment que je déteste. C'est comme, c'est vraiment envahissant. Je vais être très agressée aussi par les lumières fortes, donc tout ce qui est néon. Je me souviens, durant ma carrière dans le réseau de la santé, à un moment donné, j'étais dans un bureau fermé où il n'y avait pas de fenêtre, puis c'était des néons au plafond. Ça, plus jamais, là, c'est vraiment, en fait, ça vient me donner des maux de tête, mal aux yeux, l'intensité de la lumière vient comme diminuer mon énergie. Donc ça, moi, la lumière, c'est vraiment aussi un aspect important dans mon quotidien. Et une autre chose que je trouve vraiment géniale, qui parfois peut être épuisante dans ma vie d'hypersensible, c'est d'être toujours à la recherche de sens dans ce que je veux faire, dans ce que je fais au quotidien, dans les décisions que je prends. Si pour moi ça fait pas de sens, c'est pas aligné avec mes valeurs, avec ce que je veux, avec ce qui me rend heureuse, ça va être très difficile de maintenir cet engagement-là, par exemple. Pour l'avoir déjà vécu, je vais tomber facilement dans la déprime et dans la dépression, dans devenir vraiment, m'éteindre en fond au quotidien. Donc, les hypersensibles vont rarement être capables d'occuper un emploi ou d'exercer une profession seulement pour gagner de l'argent. Tant mieux s'il y en a qui sont capables, parce que des fois, c'est juste
c'est pas qu'on se contente de moins, mais parfois c'est une période de transition pour pouvoir nous amener à notre vie de rêve, à ce qu'on a vraiment envie d'accomplir, puis des fois on n'a pas le choix pendant X temps de faire quelque chose qu'on aime moins. Mais pour les hypersensibles, c'est très difficile à soutenir sur le long terme, ça. Parce que c'est ça, ça va vraiment affecter l'humeur. Et un point vraiment important également, c'est la fatigabilité sociale. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que les hypersensibles, on a une batterie sociale qui se décharge plus rapidement que les personnes non hypersensibles. Donc, concrètement, être en contact avec des gens, comme je l'ai mentionné tantôt, le fait de la sensibilité et sociale, donc on va capter plus les énergies, on va ressentir les émotions des autres. L'hypersensibilité sensorielle qui fait qu'on va capter tous les détails, on va analyser le non-verbal aussi de la personne et notre cerveau va être constamment en train de faire des liens, va faire en sorte que tout ça réuni ensemble, va vraiment faire en sorte qu'on va s'épuiser rapidement parce que c'est comme tout est activé, là, toute notre, je sais pas comment le nommer, mais tout notre système là, il marche à plein régime. Donc, ce qui fait qu'on va s'épuiser rapidement. Puis ça a été quelque chose qui a été très challengeant dans ma vie, ça l'est encore. Donc, je dois apprendre beaucoup, beaucoup à revenir à moi, à me recentrer, à m'écouter, à me connecter à mes besoins. Ça peut être quand je prévois des activités, de m'assurer de ne pas avoir 2 journées chargées où je vais être en contact avec beaucoup de gens, en tout cas du moins le plus possible. C'est sûr que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, puis des fois, ça peut arriver que je m'inscrive à une formation, puis c'est 3 jours d'affilée, et je vais le faire, sauf que je suis consciente qu'après ça, ma batterie va être vide et je vais avoir besoin de me recharger. Donc là, ça se peut que dans les 2-3 jours qui vont suivre, je me mettrai rien à l'horaire. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas, mais je vais faire des choses plus dans ma bulle qui me demandent moins d'énergie. Donc, c'est toujours de tenir compte du fait que d'être en contact avec des groupes ou avec plusieurs personnes, ça fait du bien. Le point, c'est pas de s'isoler, mais c'est de réussir à trouver un certain équilibre. Donc, après être exposé à plusieurs personnes, à un souper, à un party, de s'assurer qu'après ça, on va avoir un temps pour se ressourcer. Le moment qu'on se réserve va être souvent en fonction de l'intensité de ce qu'on a vécu et de la durée aussi de l'événement. Tu sais, si on a juste été à un souper, fort probable qu'on n'ait pas besoin d'un week-end pour s'en remettre. Mais si ça a été une semaine de vacances, par exemple, avec un couple d'amis ou avec vos parents, ça se peut qu'après ça vous prenne quelques jours pour vraiment vous recentrer. Donc, c'est un work in progress. C'est vraiment quand on apprend à mieux se connaître qu'on peut apprendre à trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. De là aussi l'importance du sommeil. Ça, c'est quelque chose que je dois tenir énormément compte dans ma vie. J'ai besoin d'un bon 9 heures de sommeil, puis je dirais même que mon idéal est 10, mais dans le day-to-day, c'est pas facile d'avoir 10 heures de sommeil, surtout quand on a des enfants. Donc, idéalement, un 9 heures, mais si je suis une semaine que je peux pas avoir 9 heures de sommeil, mais c'est plus 8, ça se peut qu'après, les jours suivants, là, j'ai besoin de dormir un peu plus, mais clairement, il y a des gens qui dorment 6 heures par nuit puis qui fonctionnent bien. Moi, c'est pas mon cas. Puis pour la plupart des hypersensibles, c'est ça aussi. Parce que le sommeil, c'est la façon que le corps se régénère le mieux. C'est le temps de repos. Ça permet de faire un reset, ça aide au niveau de l'humeur, ça aide au niveau de tous nos systèmes. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est une pierre angulaire dans le quotidien d'un hypersensible. Et donc, ça a été un enjeu là, vraiment dans ma vie. Quand j'ai compris ça, ça a changé bien des choses. Puis comment je le vois aussi, l'hypersensibilité dans ma vie, ça se traduit beaucoup par une grande curiosité. Ceux qui me connaissent le savent, là, moi je prendrais des formations, je pense, à tous les mois.
à chaque fois que je parle, mettons que je fais quelques mois ou quelques semaines sans parler à un ami, ben quand j'y reparle, il y a tout le temps une nouvelle idée, un nouveau projet ou une nouvelle formation que j'aurais envie de suivre. C'est sûr que des fois, il faut se ramener parce que bon, on peut pas... ben, pas que c'est pas possible de constamment apprendre, mais des fois, ça nous fait perdre notre focus quand on veut, exemple, se concentrer sur un projet. Donc, des fois, ça amène le challenge de se recentrer puis d'y aller par priorité. Mais somme toute, je vois ça vraiment comme un plus parce que ça permet vraiment ça amène une grande créativité aussi, plein d'idées, comme je le disais. C'est une soif d'apprendre. Ça fait en sorte que les hypersensibles sont des humains qui veulent évoluer, qui sont constamment en train de faire de l'introspection et de vouloir s'améliorer. Donc, j'aime ça en fait parce que là, je me rends compte que j'ai abordé tous les points de comment ça se répercute dans ma vie, l'hypersensibilité. Puis sans m'en rendre compte, les derniers, c'était des points positifs, c'était des forces. Fait que j'aime bien finir cette partie-là avec le fait que ça l'amène tellement des belles forces. Puis je pourrais ajouter les relations aussi qu'on crée. On veut vraiment des relations qui sont profondes et authentiques. Donc, moi, ça fait partie de moi. Je peux pas avoir des relations qui sont juste en surface. Donc, les gens qui gravitent autour de moi, maintenant, ce sont des personnes avec qui je peux avoir vraiment des discussions profondes sur des sujets importants. Donc, j'espère que ça va vous aider à peut-être vous reconnaître si vous avez des doutes par rapport à votre hypersensibilité ou que ça va confirmer des doutes que vous aviez. En tout cas, si vous avez envie de venir m'en jaser, gênez-vous vraiment pas de venir m'écrire. J'aime toujours ça vous lire. Tu sais, là, je vous ai apporté le topo vraiment dans l'ensemble de comment ça se répercute, mais si je me ramène, parce que je vous ai dit que je vous ferais une partie 2 sur mon histoire, si je me ramène à mon enfance, ben déjà toute petite, là, j'étais très sensible, je prenais beaucoup les choses à cœur. Puis en grandissant, en devenant adolescente, je me faisais souvent reprocher d'être susceptible, c'est ça, d'être trop sensible. Donc, excusez, c'était pas quelque chose qui était nécessairement positif. C'était plus, je le percevais plus comme si j'étais pas correcte puis qu'il fallait que j'apprenne à être moins sensible. D'ailleurs, je tolérais pas du tout les conflits. Ça venait tellement me chercher, j'étais pas capable de pas m'en mêler pour essayer de ramener la paix, tu sais. Je m'interposais constamment entre mes sœurs, entre ma mère puis ma sœur qui se chicanait, ou tu sais, déjà là, à l'enfance, là, j'ai joué déjà le rôle de médiateur, puis avec les gens qui m'entouraient, avec mes amis, tu sais, j'étais déjà une confidente, j'avais une facilité à écouter de façon active et j'avais déjà une grande empathie que les autres appréciaient beaucoup de moi. J'avais un bon cercle d'amis, mais je me rends compte que j'appréciais déjà beaucoup la solitude, j'en avais besoin. J'allais régulièrement dans la forêt, je regardais ce qui m'entourait, puis je réfléchissais à plein de choses sur la vie. J'étais déjà beaucoup dans l'analyse, dans le fait de me poser des questions sur la mort, sur la vie. J'ai déjà dit dans un autre podcast, mais moi, je viens d'une grande famille et je viens de la campagne, donc mes parents m'ont amené régulièrement aux funérailles, au salon funéraire, parce que j'avais souvent un oncle, un cousin, une tante, un grand-parent qui décédait et c'était pas tabou la mort dans notre famille, puis c'est bien parfait comme ça parce que ça fait partie de la vie. Fait que je dis souvent que j'ai grandi dans les salons funéraires et déjà très jeune, je me posais plein de questions. J'étais sensible à ça. Je me demandais comment les gens autour de moi allaient se sentir, quand j'allais mourir. Qu'est-ce que moi j'allais ressentir quand j'allais perdre un de mes proches. Bref, tout plein de questions qu'un enfant de 8-9 ans pose pas nécessairement, tu sais. Et je recherchais beaucoup le calme. Ma grand-mère était ma voisine et c'était une femme, elle est décédée aujourd'hui, mais elle a été tellement bienveillante et importante dans ma vie et
j'allais chez elle presque tous les jours après l'école et je réalise aujourd'hui ce que j'aimais tant là, de ma grand-mère, c'était le calme qui régnait, qui émanait d'elle, le calme de sa maison, parce qu'elle vivait seule, mon grand-père était décédé, et la bienveillance, sa douceur, donc je recherchais beaucoup ça. Et ce que j'aimais avec ma grand-mère, c'est que je pouvais avoir aussi des discussions vraiment profondes sur plein de choses, des discussions plus d'adultes, si on peut dire, que je ne pouvais pas nécessairement avoir avec mes amis. Donc, je recherchais beaucoup, beaucoup sa compagnie. Et par rapport, tantôt j'ai parlé du fait que le bruit était quelque chose qui me dérangeait beaucoup. C'était déjà présent quand j'étais enfant. Tu sais, le fameux dicton comme quoi si tu élèves tes enfants dans le bruit, ils vont être capables de dormir dans le bruit facilement. Là, je vous confirme que c'est faux parce que mes parents n'ont jamais fait attention au bruit et je n'ai jamais été capable de dormir dans le bruit. C'était vraiment difficile et pénible pour moi. J'ai encore des souvenirs de l'âge de 8-9 ans de sortir de ma chambre puis d'aller voir mes parents pour leur dire j'arrive pas à dormir, j'entends juste la télé, je vous entends juste, exemple, il aimait bien jouer au Yum là, avec des dés, j'entendais les dés cogner. Mon cerveau faisait juste focusser là-dessus, ou si la télé jouait, je faisais juste écouter ce que la télé disait. Puis c'est ça, c'était vraiment déjà très dérangeant pour moi. Donc, c'était pas facile pour une enfant hypersensible qui sait pas qu'elle est hypersensible, qui a pas de modèle au niveau de l'hypersensibilité, qui a pas de connaissances là-dessus, donc qui fait juste regarder autour d'elle et que, dans le fond, ce que je comprenais, c'est que j'étais différente des autres, puis que ça m'amenait plein de problèmes, que c'était pas nécessairement positif. Puis dans ma vie d'adulte, ça s'est poursuivi un peu dans cette lignée-là au début de l'âge adulte, parce que, bon, au moment où je suis allée aux études, quand c'était le temps de s'inscrire au cégep, et tu sais, dans ma région, quand on part étudier au cégep, bien souvent on quitte la maison parce que c'est pas assez proche pour pouvoir voyager tous les jours, donc on se loue un appartement et tout ça. Et au départ, je me suis retrouvée, dans le fond, comme chambreuse. C'était une dame qui louait son sous-sol. Dans le fond, son sous-sol, c'était comme un 6,5 avec 4 chambres. Puis, elle louait les chambres séparément à des chambreurs. Donc, on devait partager salon, cuisine, salle de bain et tout ça. Et c'était avec 3 autres personnes que je connaissais pas. Mais pour une hypersensible, moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Là. C'est juste impossible. Là. Parce que là, c'est pas tous des gens qui ont le même rythme de vie que moi. Donc, il y en avait beaucoup qui se couchaient plus tard, qui faisaient la fête, qui écoutaient la télé fort. Il y en avait une qui parlait au téléphone non-stop. Je pense 2 heures de temps, on avait juste une ligne de téléphone. Bref, puis l'espèce d'empathie que moi j'avais, la grande empathie que j'avais de faire attention, par exemple, de m'assurer de ne pas déranger les autres, de ne pas parler au téléphone, passer telle heure pour pas déranger les autres, ben les autres colocs que j'avais n'avaient pas nécessairement cette sensibilité-là, donc je faisais pas nécessairement attention et je me souviens que j'en pleurais, j'appelais mes parents, puis j'étais comme je suis tellement pas bien, je suis tellement pas heureuse, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à... Ça a été vraiment une période de ma vie très difficile. J'ai fini par quitter ce milieu-là, évidemment, vous l'avez compris. Puis ça s'est mieux passé pour moi quand je suis par la suite déménagée en appartement avec ma sœur. Parce que là, bon, il y avait un respect mutuel, un souci que l'autre soit bien. Donc, j'étais beaucoup plus accueillie et respectée comme j'étais, dans le fond. Et là, ça a pu bien se passer, la période des études pour moi. À l'âge adulte, ça m'a amené aussi mon hypersensibilité à me retrouver dans des relations amoureuses insatisfaisantes. Puis ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, un autre épisode, parce qu'il y en aurait long à dire là-dessus, mais tu sais, les hypersensibles, on veut tellement aider les autres, on est tellement empathique que souvent, on va se retrouver en couple avec une personne qu'on va pouvoir sauver, entre guillemets. On va avoir tendance à être un people pleaser, donc à vouloir faire plaisir pour être aimé. On doute beaucoup de nous-mêmes, donc on va en faire beaucoup pour se sentir aimé, apprécié. Et ça va faire en sorte que c'est ça, on va se trouver souvent dans des relations où
on va faire abuser de nous, entre guillemets. Oui, ça peut arriver sous forme vraiment d'agression, mais dans le sens où on va être dans une relation qui ne sera pas saine pour nous, où l'attention qu'on va porter à l'autre personne ne sera pas nécessairement... il n'ira pas nécessairement dans les deux sens, en fait. Donc c'est ça, ça m'a amené à être dans des relations amoureuses qui n'étaient pas nécessairement bonnes pour moi parce que je ne me connaissais pas. Donc quand on ne se connaît pas, ben, c'est difficile de savoir ce qu'on a vraiment besoin. Ça m'a amené aussi rapidement mon hypersensibilité à vivre une grande lourdeur dans ma profession, tu sais, après avoir gradué à l'université et à avoir commencé à exercer ma profession de travailleuse sociale dans le réseau de la santé, en étant une fille hyper empathique, qui a le syndrome du sauveur x 1000, qui se connaît pas, qui n'a pas d'outils, qui sait pas qu'elle est hypersensible, qui à journée longue reçoit des gens dans son bureau qui vivent de grandes misères, puis que j'avais pas nécessairement de façon pour réguler mon système nerveux, pour revenir dans le moment présent, ou de rituels pour chasser les énergies qui ne m'appartiennent pas. Ça a fait en sorte que ça m'a mené direct à l'épuisement, à la dépression. J'en ai parlé dans le premier épisode. Donc, plusieurs dépressions, à de l'anxiété. Donc, ça a été une entrée sur le marché du travail assez rough, je vais vous le dire. On pourra revenir aussi, écoutez, je pense que je vais avoir 100 épisodes déjà de planifier, mais c'est ce qui a fait en sorte aussi que l'entrepreneuriat est devenu le mode de vie qui était plus approprié pour moi pour pouvoir me respecter et me sentir bien. Le rôle de parent dans l'âge adulte, parce que c'est ça qui a été un grand déclencheur qui a mis plein de choses en évidence. Parce que, tu sais, quand on est hypersensible et qu'on s'oublie pour les autres, mais qu'on a juste nous-mêmes à s'occuper, tu sais, on va s'épuiser parfois, on va s'oublier, mais on va réussir à peut-être compenser, trouver des petits moments pour soi, puis tu sais, on va surfer là-dessus, puis on va réussir. Mais quand on devient parent, bon, il y a beaucoup de responsabilités, il y a une charge mentale qui vient avec ça, donc beaucoup de soins à donner à d'autres personnes qu'à nous-mêmes, ce qui fait en sorte que, ben, c'est vraiment difficile si on ne se connaît pas et qu'on n'apprend pas à se mettre en priorité malgré le fait qu'on soit parent et qu'on ne réussit pas à se garder des moments pour soi, pour se ressourcer, ben on va juste comme vraiment s'épuiser. Quand je suis devenue maman, ça a été un méchant apprentissage et ça l'est encore, je tiens à le dire parce que c'est un work in progress. Mais j'essaie toujours de me rappeler qu'il faut remplir son verre en premier avant de remplir ceux des autres et que si le mien est vide, j'ai rien à donner à mes enfants. Donc, si je veux être une bonne mère pour mes garçons, j'ai tout intérêt à prendre soin de moi et je le fais de plus en plus, de mieux en mieux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mes enfants ont une mère beaucoup plus épanouie, beaucoup plus positive que je l'étais il y a 10 ans, par exemple. Donc, il y a vraiment de l'espoir et c'est un processus et si vous avez du mal à vous mettre de l'avant, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner pour vous remettre en priorité parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Il y a une personne avec qui on va passer toute notre vie, puis c'est nous-mêmes. Fait que l'amour de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes, c'est à la base de tout. Je suis certaine que je ne vous apprends rien. Alors, j'ai envie de terminer cet épisode-là en vous disant que le fait de savoir qu'on est hypersensible, comme pour moi, là, le fait d'apprendre que j'étais hypersensible, ça a été quoi les impacts dans ma vie? Ben, ça m'a vraiment aidé à normaliser, à arrêter de me sentir anormale, comme si j'étais un extraterrestre. Ça a brisé le sentiment de solitude, donc j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à être comme ça,
Puis ça m'a poussée à essayer de rechercher la compagnie de d'autres personnes hypersensibles parce que on se fait du bien mutuellement et on se comprend. Donc, d'arrêter de me comparer parce que, tu sais, on compare pas une pomme et une orange, ben on peut pas comparer non plus une personne hypersensible avec une personne non hypersensible. Les deux sont valables, les deux ont leur raison d'être, on fonctionne juste différemment. Donc, puis à partir du moment où je l'ai su, ben, ça m'a permis de commencer le processus d'acceptation parce que tant qu'on est dans la résistance et qu'on n'accepte pas, qu'on a cette sensibilité-là qui nous habite, ben, on fait du déni et on ne peut pas avancer parce qu'on est dans le rejet de soi. Une fois qu'on l'accepte, on peut apprendre à mieux se comprendre, on peut en se comprenant mieux, en sachant comment on fonctionne, ben, on peut apprendre à trouver des stratégies, à mettre des limites, à se respecter. On peut mettre en évidence nos forces, puis aller exploiter ces forces-là, plutôt que de focusser sur ce qu'on n'arrive pas à faire, qui est difficile pour nous. Bien, on va mettre l'emphase sur les forces. On peut aussi en parler à nos proches, leur expliquer ce que c'est l'hypersensibilité, leur expliquer pourquoi on doit mettre telle chose en place. Et là, ça va amener de la compassion, une meilleure compréhension et oser aussi leur demander de l'aide parce que les hypersensibles, entre autres au niveau de nos rôles parentaux, on a besoin de plus de support, de soutien du conjoint, des proches. Donc, quand on communique à nos proches qu'on est hypersensible, qu'est-ce que ça l'amène, c'est quoi les enjeux, puis qu'on ose demander de l'aide, on peut être bien surpris des belles choses qui vont en ressortir. Donc, on a tout à gagner à démystifier vraiment ce que c'est l'hypersensibilité. Puis c'est vraiment pour ça que je fais le podcast, parce que j'ai vraiment envie que la société soit plus informée par rapport à ça et que les hypersensibles arrêtent de se sentir anormaux et qui prennent la place qui leur revient, parce qu'on a tous une place, on a tous une raison d'être, puis c'est vraiment c'est la diversité qui fait la richesse de ce monde-là. Et ça a été trop longtemps négatif, l'hypersensibilité, et j'ai vraiment envie qu'on puisse ensemble changer le regard que la société a sur la haute sensibilité, parce que je crois profondément que c'est en collectivité, en communauté qu'on peut changer les choses. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Venez m'écrire soit sur Facebook, soit sur Instagram. Vous avez les liens dans la description du podcast. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Ça peut être aussi en commentaire directement là, sous l'épisode sur YouTube. Et eh bien, on se dit au prochain épisode. Bye bye!